Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast Culture Soccer. Aujourd'hui, on fait un récapitulatif des matchs allés de cette CONCACAF Champions League, cette magnifique compétition que les clubs MLS aiment tant. Pour ce faire, Culture Soccer a invité un panel d'experts. Pour parler des représentants costaricains, nous avons eu la chance d'accueillir Greg Chaboch de chez Lucarne Opposé. Pour parler des représentants mexicains, nous avons reçu Axel de chez Football Liga MX FR. Et finalement, pour parler d'Archaé, la sensation haïtienne, nous avons reçu Caleb Jephté-Pierre, journaliste chez Haïti Tempo et Télézénith. Toutefois, avant d'aller discuter avec eux, parlons de quelques matchs. Le CD Marathon Portland Timbers et le Real Esteli Crew de Columbus. Au niveau des Timbers, les Timbers étaient beaucoup moins en forme que Marathon, qui avait déjà une dizaine de rencontres d'effectuées dans les jambes dans son championnat respectif, même si ça n'allait pas très bien pour eux. Toutefois, les hommes de Giovanni Savarese ont réussi à aller chercher le match nul de 2-2 sur la pelouse du Marathon, et ça aurait pu finir très bien 3-2 pour les Timbers, lorsqu'Eric Williamson nous a montré tout son talent aux alentours de la 30e minute en effectuant de très beaux gestes techniques avant de voir son tir arrêté par le gardien du Marathon. À la 34e minute, Felipe Mora donnait l'avance à Portland, mais le Marathon a égalisé très rapidement à la 38e minute grâce à Brian Castillo-Arzu. À la 58e minute, les Timbers nous ont montré que Valéry est toujours l'homme de la situation alors qu'il marque sur coup franc. Mais encore une fois, Marathon est revenu au score moins de 10 minutes plus tard grâce à un beau jeu de Marlon Arose qui a pris la défense de court. Pour Portland et ses 2 buts à l'extérieur, la qualification est plus que possible. Ce serait une réelle déception de perdre contre Marathon. Donc le match au Providence Park risque d'être quand même de bien aller pour les Timbers si tous les joueurs restent en forme et tout. Je pense que Eric Williamson nous a montré des très bonnes choses et j'espère l'avoir encore plus lors de ce match retour à Portland. Et je pense que ça va être, si on se fait ce match-là, ça risque d'être une belle saison pour Portland. Et ça pourrait être la saison pour Williamson pour exploser et finalement montrer l'étendue de son talent. Sinon, si on va voir du côté des champions en titre, Columbus n'a tout simplement laissé aucune chance aux représentants du Nicaragua avec une grande victoire de 4-0. Doublé de Zardes, but de Mansa et penalty converti par Pedro Santos, le Portugais. Donc, le crew est clairement prêt pour la saison MLS et est prêt pour la ronde suivante de cette CONCACAF Champions League. Parce qu'avec un 4-0, ça risque d'être très difficile pour revenir à l'extérieur pour le Real Esteli. Pour ma part, c'était une des premières fois que je voyais ce club et vraiment, ils n'ont pas montré grand-chose. Le crew était vraiment en maîtrise de ce qu'il faisait et ça fait du bien de voir un club autant dominé dans cette CONCACAF Champions League car ça s'est rarement fait durant cette ronde des 16e de finale. À noter que Derek Etienne évoluait comme latéral droit. L'international haïtien a très bien fait. Reste à savoir si Caleb Porter l'utilisera ainsi dans les prochains matchs, que ce soit en CONCACAF Champions League ou en MLS. Je pense que c'est ça, il a très bien fait. Ça pourrait être une très bonne doublure à Harrison Afful. Et surtout, si Etienne prend sa chance, il peut dépanner en tant que latéral droit, ailier droit. Donc, c'est très bien pour lui et j'ai aimé ce que j'ai vu. Donc, c'est parfait. On va tout de suite se diriger vers l'entretien que j'ai fait avec Greg Chaboch pour parler des représentants costaricains et de l'Union de Philadelphie et d'Atlanta United. Donc, à tout de suite. Parfait, donc on continue notre survol de la CONCACAF Champions League avec, le spécialiste costaricain Greg Chaboch. Ça va bien, Greg? Ça va et toi? Ça va super, Greg. J'ai fait un petit lapsus en disant notre spécialiste costaricain, puisqu'on a un passé ensemble avec Lucas Posé, mais dans mon cœur, tu restes mon spécialiste costaricain. Ah bah c'est gentil. C'est gentil. Un grand plaisir en tout cas de faire ce podcast. Ça m'avait bien manqué. Et puis là, bon bah c'est vrai qu'on est au cœur de l'actualité, même si en Europe en ce moment, parce que toi tu vis pas ici, mais
moi, en France, ici, on a plus parlé dans la semaine du Costa Rica à travers Keylor Navas qu'à travers la Ligue des Champions CONCACAF, mais un plaisir d'être avec vous. Ouais, mais on se demande c'est qu'est-ce qui est le plus important entre Keylor Navas et Saprissa. Je ne sais pas. Ah bah clairement, je te le dis, pour tout le pays, c'est Keylor Navas, hein. Parfait, parfait. Et donc, c'est ça, on va parler de la CONCACAF Champions League ensemble. Il y avait deux matchs entre des clubs costaricains et des clubs de la MLS. Donc, la première rencontre, c'était Alajuelense contre le Atlanta United. Avant la rencontre, comment tu appréhendais le match? Est-ce que tu t'attendais à une grosse victoire d'Atlanta ou tu pensais qu'Alajuelense pouvait s'en sortir? Mais en fait, la réaction au tirage au sort, ça a été clairement mince. Pas notre plus grande chance, on va dire, pour le Costa Rica de passer au second tour, mais notre équipe un peu phare, hein, avec Brian Ruiz, etc. Donc c'est vraiment une équipe qui est bien construite. On y viendra après. On va dire notre plus grande chance de voir un club costaricien au second tour. Bah, finalement prend quand même un très gros morceau parce que Atlanta United c'est pas n'importe quoi. Donc clairement, on s'est dit ça va être très 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 compliqué lors du tirage. Et puis finalement, bah le le scénario du match, on va dire, nous a finalement frustrés. Pour pas te mentir, j'ai mis le résumé encore une fois sur la télé qui est devant moi, et clairement, je suis à deux doigts de m'énerver encore une fois contre le résumé. Donc c'est vraiment. Alors je sais pas comment tu veux procéder, si tu veux toi-même expliquer le scénario du match, mais grosso modo, ouais, on n'était pas bien au tirage et finalement on est très déçu après la manche aller. Oui, c'est sûr. La ronde des 16 pour les clubs MLS, c'est toujours très Mm, difficile. Pratiquement à chaque fois, les joueurs n'ont aucun match dans les jambes, tandis que les clubs mm. d'Amérique centrale, comme au Costa Rica, vous êtes déjà dans le Clausura, 17 matchs de C'est ça, jouer. 17 Donc, matchs, ouais, tout à fait. donc Oui, et puis vous êtes il faut bien toujours dire plus en forme. exactement, et puis il faut dire que LDA a beaucoup d'avance au championnat. Il y a presque 10 points d'avance sur le deuxième qui est Santos. Donc c'est vraiment une équipe qui tourne bien en plus. Donc vraiment, ce tirage était vraiment une mauvaise nouvelle dans le sens où on aurait préféré prendre Philadelphie, si tu vois ce que je veux dire. Euh, mais voilà, en tout cas, on était un peu déçus du tirage dans le sens où ça va être très très compliqué. Et puis finalement, bah, on a vu une équipe d'Atlanta qui est pas, comme tu l'as dit, pas en rythme. Clairement, ça s'est vu. Et puis bah, le carton rouge qui va venir un tout petit peu avant la mi-temps à 0-0. On se dit, il y a vraiment quelque chose à faire. En plus, il se construit beaucoup d'occasions. Donc il y a matière en tout cas à au moins mettre un but dans ce match. Il y a ce penalty qui va venir compliquer les choses. Et malgré le penalty, eh ben, on baisse pas les bras, on continue à attaquer, on continue à se procurer des occasions. Et finalement, bah, l'égalisation ne viendra pas, quoi. L'égalisation ne viendra pas. Et perdre un zéro à la maison, bah, c'est une très, 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 très mauvaise opération. Surtout que l'équipe en face était à 10. Donc voilà, il y a beaucoup de regrets qui sont nourris du côté costaricien de cette rencontre. Et comme je l'ai dit, du coup, c'était un peu une belle surprise. On s'est dit dans le scénario, ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions. Faudrait pas y regretter à la fin. Et puis à la fin, bah, tu le regrettes, quoi. Alors après, franchement, j'ai pas compris trop ce qui s'est passé au niveau dans le cerveau du gardien d'Atlanta, dont j'ai oublié le nom. Mais clairement, on est sur une Schumacher, hein, pas loin, vraiment. Il s'est fait, mais il l'a vraiment découpé. Ouais. Donc j'ai pas trop compris son agressivité sur le coup. Je vais pas te mentir. J'étais un peu éberlué. Donc le carton rouge est logique, hein, et après, bah, malheureusement, comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à profiter de cet avantage numérique. Donc c'est dommage. Oui, exactement. Donc, c'est ça, Brad Guzan qui découpe le joueur adverse en dehors de C'est sa ça. surface, devient le dernier défenseur. Donc, prendre le carton rouge à ce moment-là face au club fort du Costa Rica, la LDA. Mm. Moi, je donnais pas cher pour Atlanta Eh United oui. même si c'est Gabriel Enze comme coach, ça reste que c'était le premier match officiel pour lui à la barre d'Atlanta, donc il y avait encore peut-être Mm. quelques incertitudes. Atlanta, tout de même, quelque peu chanceux, penalty dès le début de la deuxième mi-temps. Et Mm. pour son premier match officiel, Rocco Rios Novo fait très bien son premier match chez les pros.
Honnêtement, il m'a surpris le jeune Rios. Il était très bon. Il a été très bon. Il a été très bon. Même avec Lisandro Lopez en pointe, on s'attendait à le voir un peu davantage. Côté à la Alajuelense, c'est Hernandez, le numéro 9 de l'effectif, qui est meilleur buteur du championnat, avec 11 réalisations. Donc, on attendait aussi beaucoup de lui. C'est dans ces moments-là, bah, forcément, qu'on a besoin voilà, de ces meilleurs joueurs. Brian Ruiz aussi a été discret, le capitaine qui est revenu il y a une saison maintenant. Donc on s'attendait à mieux. Encore une fois, beaucoup de déceptions. On n'aurait pas dit la même chose au tirage au sort, mais voilà. Après ce qui vient de se passer, et après le scénario, c'est encore la déception qui prédomine durant la semaine. Maintenant, à voir au match retour, mais ça va être quand même très compliqué d'aller s'imposer en terre américaine. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et nous, de notre côté, le joueur qu'on aime bien regarder, c'est Johan Venegas, un joueur Oui. qui a malheureusement pas pu s'imposer en MLS, mais que les supporters francophones connaissent très bien, ceux qui suivent l'Impact, désormais le CF Montréal, le Mm. connaissent très bien. Et malheureusement, il n'a pas su faire la différence. Mais quand même, à la Rouense, quand Mm. Atlanta attaquaient vers les filets, ils ont quand même resté très solides. Je ne sais pas si tu es du même avec moi, mais la défense Ouais. à la Roilense, c'était quand même bien. Là. Ah oui, oui, c'était plutôt solide, hein. Même à 11 contre 11, hein, je sais pas ce que tu en as pensé, mais même avant le carton rouge, c'était sur la première période, c'était solide, quoi. Ouais. On sentait pas qu'il y avait une surdomination de Atlanta. Après voilà, c'est un match de foot, hein, donc le scénario dicte un peu toute la partie. Mm. Et quand tu n'arrives pas à marquer dans tes premières occasions, quand tu te crées des occasions à 11 contre 11 que tu n'arrives pas à marquer, et bah, souvent, tu es puni. Et là, ce penalty en début de rencontre, parce que finalement, tu te dis que même à 11 contre 11, si tu faisais 0-0, si tu sortais du match à 0-0, c'était Ouais. pas forcément un mauvais résultat, tu vois. Surtout vu le tirage, on se serait dit, bon, bah, 0-0, match aller, bon, ça va être compliqué là-bas au retour, mais au moins, t'es vivant. Et là, vraiment, ce penalty a enfoncé, on va dire, les espoirs costariciens, quoi. Mais je revois encore les occasions. Là, c'est quand même quelque chose en deuxième mi-temps, c'est quelque chose de dingue, quoi. De pas avoir Oui, marqué sur ce match-là, c'est dingue, quoi. exactement. Et pour revenir au penalty, Morera était tout près. Mais Ouais, je pense que pour Alajuelense, quand même, ils peuvent sortir du match. Oui, assez frustrés, mais quand même la frustré, tête haute. bien sûr. Je pense que Oui, pour le match retour, au vu des forces que j'ai vues, je pense qu'à la Gualense pourrait jouer quand même un vilain tour à Atlanta. Là. Je serais pas forcément surpris. Là. tu penses qu'il y a quand même moyen pour la relancer d'inverser la situation? Ben, je pense que dans les confrontations entre les clubs, pour les clubs MLS, excepté Hmm. le Léon Toronto 1-1, je pense que ça va être l'affrontement le plus chaudement disputé. Justement, le fait Hmm. qu'Alajuelense est très en forme, a beaucoup de matchs dans les jambes. Et Hmm. vraiment, ils ont une certaine chimie qu'Atlanta n'a pas encore avec le nouvel entraîneur. Si je ne me trompe pas, Atlanta joue ce dimanche. Donc, en jouant ce dimanche, en rejouant dès la semaine prochaine, ça risque d'être. Ah non, finalement, Atlanta ne joue pas cette semaine. Donc, ça va peut-être le manque de Hmm. match, justement, Le rythme. qui pourrait. Ouais, le rythme qui risque de pencher dans la balance. Mais je pense quand même que si tout se passe bien pour Atlanta, il ne devrait pas avoir de surprise. Mais on ne sait jamais avec à la Hmm. Rouense, il y a quand même des grands joueurs dans cette équipe. Et si, justement, ils sont un peu plus réalistes et convertissent les chances qu'ils ont eues au premier match, dans le deuxième, ça Bah, devrait le faire, je c'est pense. ça. Et puis malgré tout, tu vas quand même avoir le gardien titulaire absent. Donc Ouais. c'est quand même, voilà, il y a des choses positives malgré tout, mais oui, avec un score de parité, en tout cas, je pense que moi, j'aurais mis franchement un 50-50 s'il y avait eu 0-0 ou un partout. Tu vois, même un partout, je me serais dit, bon, ils sont capables d'aller marquer à Atlanta, ce serait pas fou de les voir marquer à Atlanta. Là, les voir marquer deux fois, ou même une fois pour les prolongations. Bon, une fois pour les prolongations, oui, un 0 là-bas, c'est possible, c'est envisageable, mais ça sera paraît très compliqué. Mais alors, par 2 buts d'écart, ça me paraît vraiment très, très compliqué, voire improbable, quoi.
Ouais, ben, reste à voir. Je pense que ça va être un des matchs les plus intéressants à regarder, comme j'ai dit. Ah oui. Ça et le Léon Toronto, qu'on va parler un peu plus tard avec notre expert mexicain, notre invité. Mais si on continue avec le deuxième représentant Oui, costaricain, lui, ça va un peu moins bien en championnat. Saprissa, ouais. qui est troisième derrière un Santos assez méconnu par ceux qui suivent la MLS. Mais Saprissa, il y a quand même des bons joueurs, Ah bah là, oui. des Ah bons vieux bah joueurs MLS comme Bolaños et Waston. Donc moi, là, j'étais quand même être très intéressé envers ce match. oui. Philadelphie, c'est une belle équipe qui a perdu quand même des joueurs clés durant la off-season. Il y a McKenzie qui est Mhm. parti à Genk. Il y a Aronson qui est parti du côté de l'Europe également. Donc, les deux des meilleurs joueurs sont partis, mais Jim Curtin a toujours plus d'un lapin dans son chapeau et il a quand même très bien fait contre Saprissa. Même si Saprissa a été dangereux à quelques reprises, ils n'ont jamais vraiment réellement inquiété Andrew Blake. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Bah, comme tu l'as dit déjà, Saprissa, c'est vrai que c'est le plus gros club au Costa Rica. C'est vraiment celui qui écrase tout le monde. C'est le petit trait. Donc, on est sur une machine, qui plus est, une machine qui a recruté des internationaux costariciens, Waston, Bolaños, tu l'as dit. Même David Colindres devant a été international. Donc, on s'attendait, on attendait beaucoup en fait de Saprissa. Après, c'est vrai qu'il faut une mauvaise saison, donc on s'est dit, bah voilà, le championnat ça se passe pas très bien. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine réaction euh, en, en Ligue des Champions? Euh, Comparé au match dont on vient de parler, le rythme était très faible. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors, est-ce que Ouais. c'est dû au fait que Philadelphie n'a pas encore de rythme cette saison? Ils n'ont pas encore joué. Je sais pas. Mais en tout cas, le rythme était très lent. C'était pas super à avoir. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Finalement, Philadelphie marque sur l'une de ses deux, trois occasions de la première mi-temps. Mais j'ai pas été voilà, j'ai pas été surpris non plus de Philadelphie. J'attendais plus pour être honnête. Côté Saprissa, bon bah voilà quoi, c'est pauvre, c'est ce qu'on voit toute la saison, c'est que c'est pas emballant, c'est lent. À part Bolaños dans la création, il n'y a pas grand-chose. Clairement, cette équipe, elle manque d'un neuf. Colin Dress, bah voilà, il a quand même un âge assez avancé, ça devient très compliqué. Ils ont joué les transitions plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté, mais j'ai trouvé que Saprissa était dangereux sur pas grand-chose, mais sur les transitions avec un Bolaños encore une fois qui était vraiment dans la salle de jeu, hein, qui était là au milieu de terrain pour donner de l'impact dans les transitions. Voilà, mais à part ça, cette défense à 5, ça sert absolument à rien, parce que pour le coup, là, la défense à 5, vraiment, t'aurais pu t'en passer, côté Ouais. Saprissa. Waston, bon, bah voilà, quoi, il est revenu au pays, mais on comprend que c'est parce qu'en MLS, il a peut-être plus sa place, et du coup, bah, en Ligue des Champions, ça se voit qu'il a plus les jambes. Donc, encore une fois, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à plus. Et puis, même si tu dis que Philadelphie était une belle équipe, franchement, ils n'ont pas montré grand-chose. Il y avait largement moyen de faire quelque chose de cette partie, même si tu t'es pas créé beaucoup d'occasions. Voilà, il y a cette tête sur le corner, je vais revoir justement sauvé sur la ligne par un défenseur de Philadelphie. Donc, il y avait quand même matière à faire mieux, je pense. C'était pas imprenable. En fait, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que côté Costa Rica, on a toujours ce syndrome d'être le troisième, tu vois, Ouais. d'être le troisième du continent. On veut pas trop déranger les Mexicains ni les Américains qui ont une puissance financière un peu trop forte. On veut pas déranger, voilà, on est dans notre coin, on essaye un peu de ramener des internationaux quand ils peuvent ne plus jouer en Europe ou plus jouer en MLS, on essaie de les rapatrier, mais voilà, on a du mal à aller les titiller. Il y avait un gros complexe au niveau des Mexicains en Ligue des Champions, où à chaque fois qu'on prenait un Mexicain, bah, clairement, là, c'était tout le monde au pays disait, bon, bah, on est éliminé, autant se concentrer sur le championnat. Avec la MLS, on sent que le trou est quand même important, mais un peu moindre qu'avec le Mexique. On attendait peut-être des exploits. Enfin, j'appelle ça des exploits, même si encore une fois, je pense que si Saprissa aurait égalisé ou avait gagné ce match, ça ne m'aurait pas surpris tant Philadelphie n'a pas non plus écrasé le match.
encore une fois, c'était une partie qui était très, très faible techniquement et pauvre en rythme. Donc, elle a été moins sympa que la rencontre américano-costaricienne précédente. Ouais, exactement. Et je pense que Philadelphie misait beaucoup sur Anthony Fontana, qui est un Mhm. peu le prochain joueur qu'on voit faire le saut vers l'Europe. Et malheureusement, il a été complètement invisible. Donc, c'est un peu une déception du côté de Fontana. On espère que sa saison MLS soit plus radieuse que lors de ce match. Mais moi, le fait de match que j'ai retenu surtout, c'est à la fin de match, Mhm. Oui, Ricardo Blanco qui a complètement découpé Kay Wagner, mais ça méritait un rouge foncé, là, selon moi. oui, oui. Oui, ça méritait rouge. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'énervement à la fin du match de la part des joueurs de Saprissa qui ont du coup engrangé les cartons. Hein. Il y a eu, je crois, 6 à 7 cartons. Non, j'ai fait un peu. Il y a eu Blanco qui a pris jaune, il y a Colindres qui a pris jaune, et il y a Barrantes qui a pris jaune aussi dans le temps additionnel à 90 plus 9. Donc, il y avait beaucoup de j'ai l'impression, de frustration côté Saprissa également. J'ai bien aimé juste côté Philadelphie, Bedoya, Ouais, si je me souviens bien, qui est passé par Nantes, si je dis pas de exactement. bêtises, et que j'aimais déjà pas mal quand il était en France, et qui a fait aussi une bonne partie côté Philadelphie. Après, voilà, encore une fois, nous, on est très déçus ici du rapport de Waston, parce qu'il est clairement venu pour être le patron de cette défense à 3 ou à 5 comme on veut. Mais il est clairement venu pour être le patron et bah, c'est un peu un patron qui laisse passer les vagues adverses. Donc, on est un peu déçu de sa prestation. Bolaños, j'ai bien aimé. Ça reste un très bon joueur pour moi. Et après, bah oui, Colin Dress, il fait son âge. Ça commence à faire. Marin a pas été incroyable. Donc voilà, on attendait plus, mais à l'image de ce qu'ils font en championnat, c'était pas ça. Ouais, c'est ça, malheureusement. J'avais peut-être un peu d'espoir pour Alajuelense tout à l'heure, mais Ouais, je pense que là, pour ça pris ça, je pense que ça va être assez difficile d'aller marquer 2 buts à Philadelphie. ouais. Donc, c'est ça. Il peut y avoir une surprise, mais je pense vraiment que Philadelphie risque de mieux Mm. gérer son match. Donc, Bah, pour donner un peu des chiffres, Alajuelense, par exemple, n'a pas perdu cette saison dans le Clausura. Ils ont gagné 10 matchs, ils ont fait 7 nuls. Ça a pris ça, c'est 4 victoires seulement, 9 matchs nuls, 3 défaites. ouais, Donc, c'est au niveau des scores, c'est 23 buts marqués, 17 encaissés pour Saprissa, 35 buts marqués pour Alajuelense, 10 encaissés. Donc, tu vois, on est vraiment sur un très gros fossé cette saison entre les deux clubs. Et même si, encore une fois, je pense que Philadelphie a pas été incroyable, je pense qu'ils vont se qualifier tranquillement à la maison. Même s'ils en mettent deux, tu vois, ça me surprendrait même pas, tant Saprissa n'est pas dangereux, quoi. exactement. Ben, Malheureusement. ouais, ça risque d'être quand même intéressant à voir aller ce match Mm, retour-là, même si je donne plus de chance à la Rouennais de causer la surprise. mm. Donc, Mais tu vois, je ne sais pas si toi aussi tu as été percuté par ça. Après, je n'ai pas regardé non plus les autres matchs de la Ligue des Champions, mais j'ai été vraiment frappé par cette différence de rythme de jeu. Tu vois, entre les deux matchs Costa Rica contre USA, ça a pris ça, c'était vraiment très lent contre Philadelphie, mais dans un rythme limite. Enfin, ici, tu vois, on appellerait ça limite amateur, quoi, ouais. limite district. On se regardait jouer, voilà, il n'y avait pas beaucoup de mouvements. Et par contre, de l'autre côté, c'était un match quand même qui était très plaisant, avec bon, des erreurs techniques évidemment, mais dans le rythme, il y avait quelque chose, il y avait des dépassements de fonction, il y avait enfin, c'était intéressant, quoi. Vraiment, le Ala Rolance était très intéressant. Là, Philadelphie a pris ça, mais non seulement il est pauvre en occasion, il est pauvre en score, il est pauvre en jeu. Enfin, voilà, c'était limite une purge, quoi. Ouais, je pense que c'était un des pires matchs des matchs allés. Donc on espère vraiment du mieux pour Ouais. les matchs retour. Donc, je vais t'espérer au moins qu'un des deux passe, mais comme tu l'as Bah, dit, je au pense que moins ça déjà risque marquer d'être. un but. Ouais, un but, un but. Tu vois, moi, j'en suis là, j'en suis à demander minimum un but, quoi, tu vois, donc c'est que ça craint vraiment, quoi. Parfait. Ben, merci beaucoup, Greg, d'être venu. Est-ce que tu aurais un dernier mot? Eh ben, non, à part vive Sam Keylor Navas, à part ça, sinon tout va bien. Mais clairement, c'est le seul à avoir brillé
et avoir porté très haut l'étendard du Costa Rica cette semaine, malheureusement. Ouais, c'est vrai, pas faux, pas faux. Donc, ben, je te remercie d'être venu et Merci à toi. on se reparle sûrement dans le reste de la compétition, voir la Gold Cup qui arrive Ouais, sous peu. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps. mais merci à vous et longue vie à votre podcast. Ouais, merci. Et d'un autre côté, on va continuer avec notre invité mexicain, Axel, de chez Football Liga MX FR. Donc, ça risque d'être très intéressant. Parfait. Donc, on est de retour avec Axel de Football Mexicano FR. Ça va bien, Axel? Salut à tous, ouais, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Écoute, on t'a invité pour parler des clubs mexicains. On avait eu la chance de discuter avec toi et ton frère l'année dernière et on avait eu beaucoup de plaisir. Donc, on s'est dit qu'on voulait refaire l'expérience. Donc, re-bienvenue à Culture Soccer. Merci beaucoup de l'invitation, ça fait toujours plaisir de venir ici. Parfait. Et donc, c'est ça, on t'a invité pour parler des clubs mexicains. Et il faut dire que les clubs mexicains ont quand même bien formé. 2 victoires et un match nul. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Un des premiers matchs mexicains, c'était le 7 avril. C'était Olympia qui recevait Club América. Un Olympia qui était quand même en bonne forme dans son championnat respectif, dans le groupe B de la Liga nationale au Honduras, qui a terminé premier de son groupe. Club América, de son côté, ça allait très bien aussi. Après 13 matchs joués, 31 points, bon pour la deuxième place. Donc, c'était quand même deux équipes en forme qui s'affrontaient. Toi, avant la rencontre, qu'est-ce que tu pensais de ce match? Bah écoute, c'était un match pour moi qui était assez ouvert, dans le sens où même si les clubs mexicains partent toujours avec un certain avantage face aux clubs d'Amérique centrale comme Olympia, même si, voilà, comme j'ai dit, les clubs mexicains partent avec un certain avantage de par l'expérience et tout ça, Olympia reste quand même un club qui est quand même performant dans cette compétition. On se souvient de leur demi-finale la saison dernière contre les Tigres. Ils avaient posé quand même pas mal de problèmes aux Tigres. Donc là, surtout, en plus, se déplacer là-bas directement pour le match aller, bon, même s'il n'y a pas de public, donc forcément, l'importance du lieu où se joue le match est un peu moindre. Mais du coup, ouais, moi, je m'attendais à un match assez serré, ce qui a été le cas. Et je m'attendais du coup à une équipe d'Olympia qui allait tout de suite attaquer sans complexe, c'est sa manière de jouer, mettre beaucoup d'impact, etc., pour aller essayer de faire douter Club América. Oui, exactement. Et Olympia, disons, c'est ça, ils se sont bien défendus. Une défaite de 2-1. On connaît leur force, comme tu l'as dit. Ils se sont rendus en demi-finale la saison passée. Olympia, c'est pratiquement supérieur au club du Costa Rica. C'est déjà allé loin dans la compétition. Donc, on savait un peu à quoi s'attendre, même si leur effectif reste quand même nébuleux à chaque saison. Faut l'avouer, on ne suit pas trop la division hondurienne, donc c'est toujours de la découverte. Oui, c'est ça, à part certains joueurs qu'on connaît peut-être, comme par exemple Bankston ou des joueurs comme ça, des Ouais. internationaux, on va dire, qui ont un peu, quand on suit les matchs de la zone CONCACAF, mais c'est vrai qu'à part ça, en général, oui, on découvre pas mal de joueurs. Exactement. Et de notre côté en MLS, c'était Brian Bekeles, que tu connais également de la Liga MX, Voilà, c'est ça. mais qui avait évolué pour le Nashville SC la dernière saison en MLS. Mais c'est ça. Comme je l'ai dit, victoire de 2-1 du Club América, jamais vraiment inquiété. Le Club América a marqué ses 2 buts en première mi-temps, à la 41e et à la 45e. Et Olympia a sauvé les honneurs à la 89e. Donc, je pense que le Club América a toujours été en contrôle de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du Club América? Ouais, c'était une performance plutôt bonne puisqu'il y a la victoire. Quand on regarde les actions du match, il y a eu quand même pas mal d'occasions, etc. Il y a eu 2 buts. Ils auraient pu en mettre plus, mais ils auraient aussi pu en prendre plus.
Et je trouve que c'est important pour Olympia d'avoir pu marquer ce but à la dernière minute pour se donner un peu d'espoir pour le match retour. Parce que je pense que du coup, à 2-1, ça reste ouvert. Mais voilà, une victoire à l'extérieur, on ne va pas se le cacher, ça reste quand même une très belle opération. Et je pense que voilà, l'América a fait le job, on peut le dire. Et du coup, ils n'ont plus qu'à conclure ça la semaine prochaine. Oui, exactement. Donc, reste à voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Un autre match d'un club mexicain. Cette fois, c'est Monterrey qui affrontait un club dominicain, l'Atlético Pantoja. Écoute, ça a été une victoire facile de Monterrey, 3-0. Euh, tu sais, si le CD Olympia, c'était un club assez nébuleux, on ne savait pas trop, je pense que pour Pantoja, c'était encore pire. Moi, c'était une des premières fois que je les voyais jouer de ma vie. Je les avais rarement vus aller. Et de son côté, Monterrey, ça va quand même relativement bien en Liga MX avec une troisième position. Donc, je m'attendais à un score assez sévère du côté de Monterrey. Et ils ont quand même remporté tranquillement 3-0. Est-ce que tu avais le même sentiment que moi au début du match, que ça va être un peu plus facile pour Monterrey que Club América? Oui, forcément, parce que comme tu l'as bien dit, voilà, Olympia, c'est une équipe qu'on connaît quand on suit la Ligue des champions de la CONCACAF. Et Pantoja, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était leur premier match dans la compétition, je crois. Et du coup, forcément, quand on connaît l'effectif de Monterrey, le pouvoir de cette équipe et les performances, on va dire, dans l'histoire de Monterrey en Ligue des Champions, c'est clair qu'on pouvait s'attendre à un score sévère. Du coup, bon, 3-0, c'est à peu près assez logique. Ça aurait pu être un peu plus sévère. Mais voilà, après, il y a des joueurs de Pantoja qui ont joué à fond. Ils n'avaient rien à perdre parce que de toute façon, tout le monde les donnait perdants. Et du coup, moi, j'ai pu quand même voir ce match et honnêtement, ils ont après, on voit qu'il y a des différences, il y a des différences tactiques, même physiquement, etc. Mais c'est quand même une équipe, j'ai trouvé, qui n'a pas été du tout ridicule. Et du coup, le score de 3-0 est quand même logique parce qu'il y a une domination de Monterrey. Euh, Monterrey, d'ailleurs, qui avait fait tourner, mais qui avait quand même titularisé Vincent Janssen, Dorlan Pabon, donc quand même des joueurs en attaque assez reconnus. Ouais. Du coup, voilà, score logique encore une fois de 3-0. Et c'est mérité, mais faut quand même pas non plus jeter la pierre à cette équipe de Pantoja. Exactement, mais ça risque d'être quand même assez difficile pour Pantora de revenir au Mexique avec un déficit de 3-0. Moi, j'y crois pas trop et j'y crois pas beaucoup plus du côté d'Olympia. Je pense que le club américain aussi sera géré la semaine prochaine. Sinon, le troisième représentant mexicain, c'était le Club Léon qui affrontait le Toronto FC. Contrairement à l'América et Monterrey, pour le Club Léon, cette saison, ils sont plutôt dans le ventre mou, huitième position avec 17 points en 13 rencontres. Mais on les sentait peut-être un peu plus confiants que le Toronto FC qui a joué 0 match en fait. La MLS, ça commence la semaine prochaine. Donc, du côté de ceux qui suivent la MLS, on avait quand même un peu peur pour le Toronto FC et on a eu encore plus peur quand Navarro a marqué le premier but du match à la 25e minute. Mais avant de parler de ce but, toi, comment tu te sentais au début de ce match-là? Est-ce que tu étais confiant pour Léon? Oui, j'étais confiant parce que, comme tu l'as dit, comme la MLS n'a pas encore repris, forcément, les joueurs de Léon ont beaucoup plus de rythme. Ils sont en plein dans la compétition, alors que Toronto est encore en train de se préparer. Donc, normalement, Léon partait avec quand même un gros avantage, même si, après leur titre du mois de décembre, ils ont un peu de mal en championnat. C'est vrai qu'ils sont en Ouais. ventre mou. Ils galèrent un peu à gagner des matchs. Mais du coup, voilà, il voulait arriver sur ce match en essayant de profiter de la compétition, du coup, de changer de compétition un peu pour se donner plus de confiance, pour repartir de l'avant un peu. Donc voilà, ils ont ouvert le score et c'était mérité. Donc voilà, comme tu l'as dit, avant le match et jusqu'à la mi-temps, on va dire,
tout allait bien pour eux et on pouvait penser qu'ils allaient gagner ce match, pas facilement, mais qu'ils allaient gagner. Ouais, exact. Mais malheureusement, un but contre son camp assez malheureux du côté de Léon par Gardia. Euh, c'est ça, à la 50e minute, malheureusement, il envoie le ballon dans sa cage. C'est très désolant, surtout que c'est ça que Toronto a pas a, a tenu le coup, mais a jamais semblé dangereux. Euh, Après ce but, on sentait Léon assez découragé et le Toronto FC qui n'en croyait pratiquement pas leurs yeux. Mais ça l'a pas je dis que Léon a été découragé, mais ils ont quand même poussé pour aller chercher la victoire. Un joueur comme Joel Campbell, je l'ai trouvé magnifique durant cette rencontre. Oui, il y a eu quelques déchets, mais à plusieurs reprises, on croyait qu'il allait la mettre. Je me souviens d'un de ses tirs en deuxième mi-temps qui touche la barre transversale. J'ai été déçu pour lui. Ah ouais, parce que non, comme tu dis, ils prennent ce but directement dès le début de la deuxième mi-temps. C'est un peu un but de gobe, il faut le dire. C'est le défenseur qui tacle, ça lobe le gardien. Enfin, c'est vraiment un manque de réussite. Surtout que voilà, Toronto, au final, n'a pas vraiment été dangereux sur ce match. Léon avait le match en main. On pouvait se dire que rien ne pouvait les empêcher de gagner. Au final, il y a ce but, mais ce but, il arrive quand même assez tôt. Ils ont eu toute la deuxième mi-temps pour essayer de gagner. Et ils ont quand même eu beaucoup, beaucoup d'occasions. On peut dire que c'est un peu un manque de réussite de leur part, mais on peut dire que c'est aussi Toronto qui a bien défendu. Donc voilà, c'est dommage pour eux. Je pense que c'est très frustrant parce que il y a énormément de grosses occasions pour moi en deuxième mi-temps, notamment entre Mena. Il a deux très grosses Ouais. occasions. Voilà, Joel Campbell, comme tu l'as dit. Et avec un tout petit peu plus de réussite, ça aurait fait 2-1 ou 3-1 pour Léon. Mais du coup, voilà, c'est peut-être, ça reste, on va dire, dans leur continuité en ce moment, avec un peu ce manque de réussite, de difficulté à enchaîner les victoires. Et du coup, voilà, comme tu le dis, c'est frustrant. Et au final, ils vont devoir se déplacer ensuite en n'ayant pas gagné à domicile. Et c'est quand même un problème parce que pour moi, un match nul à l'extérieur de la part de Toronto, ben, c'est eux qui partent ensuite avec l'avantage pour le match retour. Ouais, exactement. Et je pense surtout que Toronto va être confiant en les recevant parce que sur le 11 de départ de Toronto, il y avait beaucoup de jeunesse. Il y avait Noble et Okolo, un Schaffelberg, un Priso. Donc, le milieu de terrain était très, très jeune. Du côté de Toronto, c'est des joueurs qui ont à peine 18 ans et tout. Donc, moi, j'ai été content de voir que Toronto ont réussi à tenir tête à Léon au Mexique parce que c'est un nouvel entraîneur du côté de Toronto, Chris Armas. On le sent qui est plutôt axé vers les jeunes et je pense que c'est un premier test pour ces jeunes joueurs-là et je pense qu'ils l'ont réussi alors que des joueurs comme un José Altidore, il n'a pas fait grand-chose durant cette rencontre. Chapeau à la défense de Léon qui a bien tenu tête à Altidore. Mais est-ce que pour toi, Altidore, c'était un peu le joueur à suivre lors de cette rencontre, le joueur qui aurait pu faire la différence du côté de Toronto? Oui, parce que voilà, quand on est pareil, suiveur, ben, on va dire, du football de la CONCACAF, ben, on connaît forcément Altidore, c'est comme Bradley aussi, enfin, c'est les deux anciens, on va dire, les deux historiques un peu de la sélection des États-Unis aussi. Hmm. Donc moi, ben, quand je vois la feuille de match, je vois ces deux joueurs, c'est ceux qui me parlent le plus, donc forcément, c'est ceux que je vais suivre. Et notamment ben, Altidore, voilà, je me suis dit, dans un match comme ça, surtout avec beaucoup de jeunesse à côté de lui, c'est lui qui va devoir montrer l'exemple à ses coéquipiers et c'est lui qui va devoir ben, essayer de marquer. Et on a vu qu'il a quand même tenté, il a essayé de peser sur la défense, mais c'est vrai que la défense l'a bien contenu. Et peut-être que c'est aussi dû au fait qu'il est justement assez connu et donc la défense de Léon a pu s'adapter à son jeu parce que au final, on le connaît, c'est un joueur assez physique, etc., qui est beaucoup dans la conservation du ballon, etc. Donc, je pense que ouais, Léon a su bien le contenir sur ce match. Oui, et je dois avouer que avant la rencontre, j'y croyais que Toronto allait pu marquer plus qu'un but. Moi, je pensais que le résultat allait peut-être plus tourner autour du 2-2. On a très Euh, peur. hein?
Un match plus ouvert. Ouais, exactement, parce que Léon, c'est une des pires défenses du top 12 en Ouais. Liga MX. Vraiment, ça ne va pas très bien au niveau défensif. 17 buts d'encaissés en 13 rencontres. Donc, je me suis dit, avec un Altidore qui revient de blessure, pourquoi pas, ça pourrait faire la différence. Après ça, quand Patrick Mullins est rentré, j'ai dit, peut-être, puisque Mullins a un peu plus d'énergie, ça pourrait le faire, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Tout reste à jouer au match retour. Toi, tu penses c'est qui va se tirer avec la victoire? Franchement, c'est très compliqué à dire parce que ça va être un match serré à mon avis. Mais je pense que Léon peut, si Léon, on va dire, joue à son niveau et se montre réaliste, pour moi, il devrait réussir à gagner. Mais voilà, comme tu as dit, Toronto va être en confiance à la maison. Donc, faut vraiment qu'ils fassent attention. Mais en tout cas, ça va être de tous les matchs des équipes mexicaines, ça va être le match le plus indécis. Du coup, moi, personnellement, je verrais quand même Léon qui passe, mais vraiment 1-0 ou 2-1, vraiment quelque chose de serré. Donc, personnellement, voilà, je pense que Léon va quand même passer, mais je mettrai pas ma maison dessus, quoi. C'est très, c'est Oui, très. et je pense même que ça va être le match le plus serré de cette ronde des 16. Parce que du côté des autres clubs MLS, oui, il y a eu un 2-2 entre Portland et Marathon, mais je pense que Portland peut s'en tirer. Donc, je pense vraiment que pour les équipes MLS, le Toronto Leon, ça va être tout un match à suivre. Et surtout que, tu sais, Leon a pas mal dominé cette première rencontre avec plus de 70% de la possession. Toronto a seulement cadré 2 tirs, donc il reste à voir est-ce que Toronto va adopter cette position encore une fois défensive ou ils vont peut-être laisser justement un peu plus d'ouverture à leur jeune milieu. Donc, ça reste à voir. Et en plus, je ne suis pas certain si Toronto va jouer à domicile, puisque c'est assez difficile pour les équipes canadiennes de jouer. Oui, c'est ça, ils vont jouer au Osceola Heritage Park en Floride. Donc, Ouais, c'est même pas à la maison. Donc, il n'y aura pas d'avantage du terrain pour Toronto. c'est comme un peu ce qu'on voit en Ligue des Champions avec des matchs qui se font en Ligue des Champions en Europe, avec les matchs des équipes anglaises qui jouent au Portugal, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Exactement. Au final, les notions de domicile extérieur, elles veulent presque plus rien dire. Bon, même si là, pour le coup, pour ce match-là, c'était bien dans leur stade à Léon, il y avait même du public. Au Mexique, en ce moment, le public commence un peu à revenir dans les stades avec des jauges d'un certain nombre. Mais Ouais. du coup, pour le coup, ça va être un peu d'un extrême à l'autre parce que là, Léon avait pu profiter d'avoir son public. Et au final, Toronto ne va même pas jouer chez lui. Donc, c'est vrai que ça peut, Exactement. ça peut peut-être jouer contre eux. Ils vont jouer au domicile de l'équipe réserve de Orlando CTSC, donc ça va être d'une beauté. Hâte d'y être, mais c'est ça. Je pense qu'il y a des bonnes chances, des très bonnes chances que les trois représentants mexicains repartent avec la victoire. Il va falloir que Toronto fasse un très, très bon match. Oui, c'est clair, mais bon, je pense qu'ils le feront. Du coup, ça va être à Léon d'hausser son niveau et de convertir ses occasions, du coup. Parce qu'ils ont Parfait. tous Donc, ce potentiel. ouais, donc c'est quoi ta prédiction pour ce match? Je pense que tu l'as dit un peu Le plus match, tôt. bon, je vais dire un 2-1. Je vais dire ouverture du score de Toronto en début de match et Léon qui marque 2 buts pour se qualifier. Ouais, je pense que ça fait du sens. Moi aussi, je pense que j'allais avec un 2-1 Léon. Je pense que Tu verrais quand même une victoire de Léon? oui, oui, je vais expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que Toronto est pas encore en bonne forme. La saison commence en fin de semaine prochaine. Donc, en plus d'être pas très en jambes, ils vont affronter l'Inter Miami demain à 2 heures. Après ça, ils doivent réaffronter Lyon mercredi. Donc, ça laisse très peu de temps de récupération pour une équipe qui n'est pas en jambes. Donc, c'est pour ça que je pense que Toronto va flancher peut-être vers la deuxième mi-temps. Ouais, physiquement, Euh, ça va être compliqué. Ouais. exactement. Donc, un dernier mot, Axel, Bah, avant écoute, de un finir? dernier mot. Espérons encore une fois une finale Liga MX contre MLS pour avoir nos deux pays représentés.
Même si, ouais, vu le tableau, j'ai vu le tableau et il y a beaucoup, enfin, tous les clubs mexicains, sauf l'América, je crois, sont du même côté. Du coup, si l'América ne va pas jusqu'en finale, ben, on aura une possibilité de Liga MX contre MLS. Je pense que les organisateurs ont compris qu'il y avait un peu un potentiel autour de ça, donc ils font les tableaux un peu pour avoir une finale Liga MX contre MLS. Exactement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est aucun des deux finalistes n'est présent dans cette compétition. Donc, ça va être un tout nouveau champion cette année. Donc, j'ai très hâte de voir le tout aller. Malheureusement, la semaine prochaine, on ne pourra pas refaire un podcast sur la Liga MX puisque la MLS redébute. Ouais. Mais on va essayer de t'inviter peut-être la semaine d'après pour faire un récapitulatif de la compétition. Ouais, même plus tard pour la suite de la compétition. En tout cas, ça sera avec plaisir. En tout cas. Exactement. Ben, merci, Alex. Et on continue avec Caleb, un spécialiste haïtien qui va nous parler de la rencontre archaïque Cruz Azul. Donc, je te remercie, Axel. Ben, merci beaucoup. Merci et à la prochaine, du coup. À la prochaine. À la prochaine. C'est désormais le temps d'accueillir Caleb Jeff-Tépierre. Malheureusement, pour des problèmes de connexion, il ne pouvait pas être avec nous en direct, mais on a pu quand même lui poser les questions. Donc, merci à lui. La première question qu'on avait à lui poser, c'était quel était le sentiment en Haïti avant le match face au premier de Liga MX, le Cruz Azul? Est-ce que les gens en Haïti y croyaient et quel était le ressenti sur place? Bonjour Anthony, je salue tous les confrères de Culture Soccer. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour commenter ensemble la carrière. Donc pour la première question, je pense que c'était vraiment chaud puisqu'il s'agissait d'une grande première pour la carrière. Fondée il y a seulement 5 ans, donc affronter Cruz Azul pour la première fois en Ligue des Champions était quelque chose de très particulier pour le foot haïtien en général, parce qu'il s'agissait de l'un des plus grands clubs mexicains, donc c'était vraiment une chose incroyable. Par la suite, on a demandé à Caleb, on a vu que la sélection haïtienne, sur le plan international, était très combative, notamment face au Canada, que ce soit avec l'équipe senior ou les U23. On se demandait si c'était la même chose côté d'Arcueil. Est-ce qu'on pensait que ce sentiment combatif pouvait arriver également du côté d'Arcueil? Ouais, pour la sélection et la carrière, je pense que c'est assez similaire au niveau réalisation, parce que on sait que parfois on est sous-estimé afin de jouer les pronostics. On doit être fort sur le terrain, donc c'est ça. Mais pour moi, la seule différence qu'il y a entre la carrière et l'équipe nationale, c'est que les joueurs de la carrière sont encore amateurs et ceux de la sélection sont des joueurs professionnels qui, pour la majorité, sont des habitués au niveau. Et je pense que ça aide parfois, mais après, niveau réalisation, je pense que la carrière et la sélection est là pour quand même déjouer les pronostics et ensuite faire en sorte que le public soit content du résultat. Parfait. Et qu'est-ce qui a fait la différence contre le Cruz Azul? Est-ce qu'il y a un joueur en particulier ou Pour le match aller, donc je pense que c'était le collectif qui était au rendez-vous, parce que comme je viens de le dire, la carrière était sous-estimée et les déclarations de Juan Reynoso, le coach de Cruz Azul, n'étaient pas du tout appréciées par le public haïtien. Donc, par les joueurs également. Donc, il fallait montrer quelque chose sur le terrain pour répondre que c'est ça. Mais après, je pense que la défense et le gardien étaient très bons. Donc, mais après, c'est le résultat du collectif qui compte. Donc, pour moi, le nul obtenu contre le Cruz Azul, c'est le résultat de toute l'équipe. Oui, et après cette belle performance d'Arcueil, c'était quoi le sentiment à l'après-match? C'était quoi le ressenti parmi les supporters haïtiens? Pour les fans, d'abord, jouer la Ligue des Champions et ensuite affronter Cruz Azul, c'était
un sentiment de fierté et de la satisfaction pour tous, puisque en dehors du terrain, les deux équipes ne sont pas du tout comparables. Je veux parler de l'AKA et du Cruz Azul. Donc, tout le monde pensait que l'AKA allait prendre une fessée, mais ce n'était pas le cas. Donc, pour moi, je pense que tout le monde est très satisfait du nul obtenu par l'AKA, parce que c'était pas du tout espéré. Parfait, merci Caleb. Dernière question, peut-être la plus importante. À quoi s'attendre du match retour face aux géants mexicains du Cruz Azul à l'extérieur? Ouais, pour le match retour la semaine prochaine, je crois qu'il y a de l'espoir parce que c'est du foot 11 humains contre 11 humains. Mais après, on sait que ce sera compliqué à l'Azteca, donc le Cruz Azul sera à domicile et très motivé avec tous ces éléments qui seront peut-être disponibles pour ce match. Mais après, je pense également que l'absence du gardien titulaire de l'AKA peut faciliter la tâche aux Mexicains. Mais c'est le foot, tout se jouera sur le terrain. On attend. Parfait, et oui, je pense chez Culture Soccer, on partage les mots de Caleb, GFT Pierre. On a hâte au match archaïque Cruz Azul. Donc, merci à Caleb. Et on a également hâte à tous les autres matchs. Donc, ça risque d'être très intéressant à la semaine prochaine. Malheureusement, au podcast, on ne pourra pas revenir sur les matchs retour car ça va être la MLS qui va redémarrer. Ça va être la saison 2021 qui s'annonce très, mais très intéressante. Donc, on va quand même suivre la CONCACAF Champions League, mais à travers les autres tours. Donc, merci à tous ceux qui sont venus au podcast. Encore une fois, Caleb GFT Pierre, spécialiste haïtien, Greg Chaboch, spécialiste costaricain, et Axel du compte Twitter Goal Mexicano FR, spécialiste mexicain. Donc, je vous remercie également à vous qui nous avez écoutés durant ce podcast. C'était très intéressant. On a eu un beau panel d'experts. Donc, merci à vous et à la semaine prochaine.